Bienvenue pour cette exploration des détachements de Drukhari. Aujourd'hui, on se penche sur les différentes manières de jouer cette faction fascinante. Tout à fait. On va s'appuyer sur pas mal d'analyses récentes, des retours de tournois, des stratégies décryptées. Oui, il y a de la matière. Notre mission, si on veut, c'est de décortiquer chaque style de jeu. Ses forces, ses faiblesses, ce qui le rend unique, quoi. Exactement. Une vraie plongée. Alors, pour planter un peu le décor, quelle est la première impression générale qui se dégage de ces sources sur les Drukhari, là maintenant? Une tendance. Ce qui frappe tout de suite, franchement, c'est la diversité. La diversité tactique qu'ils offrent. Ah oui. Pas juste une seule façon de jouer. Ah non, clairement pas. Les Drukhari, c'est pas monolithique du tout. On voit bien plusieurs archétypes, des styles bien distants. Comme quoi, par exemple? Alors, t'as l'approche très chirurgicale, la force de frappe ciblée du Kabbalite Cartel. Ensuite, t'as l'agilité, la vitesse et la domination au corps à corps avec le Spectacle of Spite. Le culte des striges, ça. C'est ça, le détachement du culte. Après, t'as la flexibilité, les raids coordonnés avec les Real Space Raiders. Ok. L'intégration des Harley Quinns, qui est très forte apparemment, avec le Reaper's Wager. Les raids purement aéroportés du Sky Splinter Assault. Et puis, la résilience un peu tordue, plus expérimentale, du Coven of 12. D'accord, donc une vraie palette d'options. Et est-ce que les sources pointent vers des favoris, des styles qui dominent un peu en ce moment? Oui, alors ça c'est intéressant. Les retours de tournois, surtout les gros tournois, comme les championnats du monde qui sont analysés, ils montrent une popularité, mais alors écrasante, pour le Reaper's Wager. Oui, à ce point? Oui, un exemple assez fou. Sur un des événements cités, t'avais 11 joueurs Drukhari sur 12 qui l'avaient choisi. 11 sur 12. D'accord. Donc ça suggère une efficacité perçue comme très très haute. Mais attention, Oui? les analyses insistent aussi sur le fait que d'autres, comme le Spectacle of Spite ou même le Kabbalite Cartel, ils ont des outils vraiment puissants, un potentiel certain. Donc c'est pas juste joue Reaper's Wager ou rien. Non, pas du tout. Chaque option a sa saveur, ses atouts propres. C'est ça qui est riche. Bon, entrons dans le détail alors. Commençons par ce Kabbalite Cartel. C'est quoi sa mécanique centrale? Son identité, d'après ce qu'on a lu? Le cœur du cartel, c'est son système de contrats. C'est vraiment ça le truc. Des contrats. Comment ça marche? Au tout début de la bataille, avant même de commencer, tu désignes une unité ennemie. Une seule. C'est ta cible contractuelle. D'accord, tu la marques en quelque sorte. Exactement. Et en fonction du type de cette unité, genre si c'est un personnage, de l'infanterie, ou alors un monstre, un véhicule, Ok. eh bien, toutes tes unités kabbalites étaient lames allouées, ça inclut les incubes, les mandragores par exemple, elles gagnent un bonus spécial contre cette cible unique. Et c'est quoi comme bonus? Ça peut être précision, ou tir soutenu 1, ou coup létaux, et ça marche au tir comme au combat. Ah oui, c'est puissant ça. C'est-à-dire toute la partie, ce contrat? Alors non, c'est là que c'est dynamique. Le bonus reste actif jusqu'à ce que la cible soit détruite. D'accord. Une fois qu'elle est éliminée, hop, le bonus disparaît. Mais, et c'est important, tu gagnes direct 3 jetons de souffrance. La ressource spéciale des Drukhari. Voilà. Et à ta prochaine phase de commandement, tu peux désigner un nouveau contrat. Donc c'est un cycle, un cibler, détruire, récolter les jetons et recibler. Ok, je vois. Très orienté, élimination ciblée donc. Des pics de dégâts sur une unité précise. C'est ça. L'identité est claire, on démolit chirurgicalement les unités clés adverses. Et côté outils spécifiques, il y a des optimisations, des stratagèmes qui reviennent tout le temps dans les analyses comme étant hyper efficaces. Ah oui, absolument. L'optimisation Web Portal, elle est mentionnée presque partout comme étant cruciale. Le portail de la toile, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il permet à un archon, le chef kabbalite, et à l'unité qu'il mène, de faire une frappe en profondeur. Donc arriver en cours de partie où tu veux en gros. Classique mais toujours fort. Oui, mais attends, il y a mieux. Il permet aussi d'utiliser gratuitement le stratagème ingresse rapide. Ah, donc arriver à la fin du mouvement adverse sans elle. Précisément, c'est la clé pour placer parfaitement tes unités de choc, comme les incubes, pile là où ça fait mal, sans que l'adversaire s'y attende vraiment. Je vois. Ça crée une menace super imprévisible. D'autres trucs notables? Oui, la Leech Bite Plate. C'est une autre optimisation pour Arkshon. Elle est souvent citée pour son rapport qualité-prix imbattable. C'est-à-dire? Pour 5 petits points, elle améliore la sauvegarde de l'Arkshon et surtout, elle lui permet de regagner des points de vie en claquant un jeton de souffrance. Ça le rend bien plus solide. Pas mal pour un perso qui n'est pas réputé pour sa résistance. Et les stratagèmes? Tari en général. Qu'est-ce qu'il fait, Landa?
Pour un seul point de commandement, un CP, il fait que tes touches critiques, celles qui déclenchent les coups létaux ou la précision du contrat, elles passent de 6+ à 5+ contre ta cible contractuelle. Ah oui. Ça augmente les dégâts de façon énorme, ça, hein, surtout avec les coups létaux. Exactement. Ça sature la cible de blessure qui ignore les sauvegardes. Et il y a aussi Deadly Deceivers. Lui, c'est quoi son rôle? Très fort aussi. Pour un CP, tu donnes la règle opérateur solitaire Lone Operative à une unité Cabalite ou lame allouée. Par exemple, un ravageur. Donc impossible de le cibler à plus de 18 pouces. C'est ça. Ça le protège vachement bien. Et un dernier peut-être, Taken Alive. Pris vivant. Intéressant comme nom. Oui, pour un CP, il donne +1 pour toucher contre la cible du contrat. Mais surtout, si tu détruis l'unité pendant cette phase, l'adversaire doit faire des tests de bataille choc sur toutes ses unités. Ah, ça peut faire un effet boule de neige avec les jetons de souffrance. Tout à fait. Potentiellement une cascade de jetons. Bon, avec tous ces outils, quelles sont les unités qui brillent le plus ici? Les sources parlent d'un combo, là, un truc redouté. Oui, le fameux combo incube-bombe. Parfois on l'appelle la Death Star incube aussi. Raconte-nous. Alors les analyses sont assez précises, c'est généralement 10 incubes, les guerriers d'élite caca menés par un archon, qui a, bien sûr, le Webway Portal. Ok, la base mobile. C'est ça. Et la synergie, c'est là que ça devient méchant. Primo, les règles du détachement, coup létaux ou tir soutenu contre la cible du contrat. Mhm. Deuxio, l'Archon, qui peut, avec un jeton, faire relancer toutes les touches ratées de l'unité. Très fiable donc. Tertio, les incubes eux-mêmes, force 5 de base, ils peuvent changer un jet de touche ou de blessure en 6 une fois par phase, et ils font blessure dévastatrice contre l'infanterie avec un jeton. Des blessures mortelles sur 6 pour blesser. Aïe. Et quatrièmement, tu rajoutes le stratagème Tailored Toxins pour que tout ça se déclenche sur 5+ au lieu de 6+. Le cumul de tout ça, ça doit faire très très mal. Les sources donnent des exemples de ce que ça peut coucher. Oh que oui. Une analyse mathématique citée dans une source montre que cette unité, qui coûte dans les 265 points, elle a le potentiel statistique pour raser des cibles qui valent beaucoup, beaucoup plus cher. Genre, Mais même des rangs très costauds, comme des chevaliers impériaux ou des escouades de terminateurs d'élite. C'est ce qu'une source appelle la capacité à stat-check l'adversaire. Tu submerges les défenses par la force brute concentrée. ok, le message est clair, hein. Tu pointes, tu cliques, ça disparaît. C'est un peu l'idée, oui. Et d'autres unités en profitent, bien sûr. Les ravageurs, les canonnières volantes. Surtout avec les canons désintégrateurs, j'imagine. Exactement. Maintenant, à force 6, PA3, dégâts 2, c'est super polyvalent. Eux, ils adorent les bonus du contrat et les stratagèmes comme Deadly Deceivers ou Tailored Toxins. Et les cabalites de base. Les mandragores. Ils profitent aussi. Les Cabalites et les Mandragores, qui sont lames allouées, voient leur impact offensif grimper en flèche contre la cible désignée. Donc, un style très puissant pour éliminer une menace majeure à la fois. Mais certaines analyses disent que c'est peut-être moins fin. C'est quoi les points forts et faibles qui ressortent? C'est sa force principale. Cette capacité quasi unique à dire cette unité-là, elle meurt, même si elle est super solide. C'est l'anti-stat check, comme dit une source. Et les faiblesses? C'est décrit comme potentiellement plus lent, moins flexible ou moins rusé que d'autres options de Drukhari. Ça demande une planification béton. Faut pas se tromper de cible, j'imagine. Non, choisir le bon contrat, c'est vital. Et le placement, surtout de la Incubibombe, avec la frappe en profondeur, ça doit être parfait. Une erreur et c'est fini. D'autres critiques? Oui, la synergie avec les Raiders, les transports classiques, elle est jugée assez mauvaise ici. On préfère les Venoms, plus petits, pour des demi-escouades d'incubes, ou alors l'infiltration des Cabalites via une autre optimisation. Donc moins de transports emblématiques. Et en tournoi par équipe? Sa polyvalence est parfois questionnée par rapport à Reaper ou Spectacle, qui offrirait plus d'outils pour s'adapter à différents match-ups. Très clair pour le cartel. On voit bien l'idée du marteau chirurgical. Maintenant, si on cherche l'opposé, genre vitesse, chaos, cassé, les sources nous parlent du Spectacle of Spite, le détachement culte des striges. Changement d'ambiance. Ah oui, changement radical de paradigme. Là, c'est vitesse, agression pure et contrôle de la phase de combat. Le cœur du truc, c'est la règle combat drogues. Les drogues de combat, ça sonne bien Drukhari, ça. Des striges, les hélions, les rivers, les succubes. Et comment ça marche? C'est fixe? Non, t'as le choix. Soit tu choisis un bonus précis dans une liste, chaque bonus peut être choisi une seule fois par partie, soit, si t'es joueur, tu en tires 2 au hasard. Et c'est quoi ces bonus? Ils sont costauds? Assez varié et impactant, ouais. Plus 1 attaque, plus 2 pouces de mouvement, plus 1 à la capacité de combat.
Pour mieux toucher au cassé? C'est ça. Ou plus 1 en endurance, plus 1 en force, ou même plus 1 en commandement et capacité de tir. Ça donne un style très dynamique. Très imprévisible si tu tires au hasard. Une injection d'adrénaline constante, quoi. Exactement. Ça récompense l'adaptation et le bon timing pour utiliser le bon bonus. Et pour aller avec ça, il y a des outils spécifiques, optimisation, stratagèmes, qui sont mis en avant pour les succubes et leurs guerrières éliques. Oui, plusieurs sont jugés vraiment essentiels. Pour la succube, le chef du culte, l'optimisation, Morgana's Curse. La malédiction de Morgana, joli nom. Elle la transforme en tueuse d'infanterie et de perso. Ça lui donne plus 1 PA et plus 1 dégâts. Elle passe à PA 3, dégâts 2. Ça découpe bien. Pas mal du tout. Autre chose? L'autre optimisation clé, c'est Chronoshard. Ça donne combat en premier, fights first, à l'unité de la succube. Ah, ça c'est toujours énorme. Pour dicter les combats? Absolument crucial. Ça permet de frapper avant, même si tu te fais charger par plusieurs unités. Ça change tout en mêlée. Et les stratagèmes? Il y en a un qui a l'air de faire beaucoup parler? Ah oui, Challenge Met. Celui-là, il est décrit comme phénoménal. Vraiment. Qu'est-ce qui fait de si spécial? Pour 2 CP, c'est cher, mais ça les vaut. Une unité du culte, Strige, Hélion, Ravers ou Succube, peut faire une charge à la fin de la phase de mouvement adverse. Attends, quoi? Chargé pendant le tour de l'adversaire? C'est ça, si une unité ennemie s'est approchée à 9 pouces ou moins. C'est un outil de contrôle juste incroyable. Mais c'est énorme! Tu peux ruiner les plans adverses, contrecharger. Exactement. Verrouiller un objet, protéger tes unités. Ça force l'adversaire à jouer complètement différemment, à se méfier de chaque mouvement. Ça doit être l'enfer à affronter ça. D'autres stratagèmes importants? Oui, Deadly début. 1 CP, ça donne Couletto en mêlée, et pour les Striges, ça donne aussi plus 1 PA. Et c'est que pour les unités du culte? Non, et c'est ça qui est bien. Les incubes, d'autres unités de Drukhari alliées, peuvent en profiter. C'est polyvalent. Et enfin, Faint Weakness. Feindre la faiblesse. Pour 1 CP, une unité peut se désengager d'un combat, tirer, puis charger une autre unité dans le même tour. Ah, ça c'est très fort pour la mobilité, le repositionnement. Oui, une mobilité tactique super précieuse. Et les sources notent que même des unités de tir comme les fléaux peuvent l'utiliser pour s'échapper d'un cassé non désiré. Bon, avec des outils pareils, qui sont les stars de ce spectacle sanglant? Les striges elles-mêmes? Oui, les Strige White sont au cœur du truc. Les analyses insistent sur leur vitesse, leur bonne occupation d'objectifs, OC2, leurs dégâts qui sont devenus corrects avec les nouvelles options d'armes. Et leur capacité spéciale? Surtout ça. Pour un jeton, elles peuvent soit avancer et charger, soit tomber en arrière et charger. Elles adorent les stratagèmes et les jetons. Mais la vraie révélation, selon plusieurs sources, Oui. ce sont les Hellions. Et les types sur les skyboards? Ils étaient pas terribles avant, non? Là, ils sont décrits comme ayant reçu une amélioration massive. Ils deviennent des unités de menace et de dégâts super importantes. Ils ont frappe en profondeur de base. Et ils tapent fort maintenant. Apparemment, oui. Une source calcule qu'une unité de 10 Hellions peut sortir en moyenne plus de 20 points de dégâts sur une cible genre chevalier impérial. Plus de 20 dégâts par des Hellions. D'accord, je retire ce que j'ai dit. D'autres unités clés? L'Iditse Sperax, le perso spé culte, reste quasi obligatoire pour le combat en premier qu'elle donne à son unité. Ça rajoute une couche de contrôle. La succube avec Morgana's Curse est dangereuse contre l'infanterie d'élite. Et pour la vitesse et le support, pas. Les Reaver Jet Bikes. Vitesse, OC2 et un peu d'anti-char léger avec les lances de chaleur. Et bien sûr, les transports. Raiders et Venom sont indispensables pour projeter tout ça et les garder en vie. Ok, on imagine bien le style. Très rapide, très agressif, très exigeant, mais gratifiant si ça passe. Force et faiblesse qui ressortent. C'est exactement ça. Exigeant en pilotage et en gestion des ressources. Surtout les CP. Il est décrit comme CP Angry, très gourmand. À cause de Challenge Met à 2 CP, j'imagine. Notamment. Mais il excelle en contre-mêlée contre les armées qui veulent venir au contact. Grâce à la vitesse, à Challenge Met, aux multiples sources de combat en premier. Le fameux canon de verre. L'archétype parfait, capable de poser des problèmes tactiques insolubles à l'adversaire, mais hyper fragile. La moindre erreur de placement, et c'est la catastrophe. Et sa limite principale, contre quoi il galère le plus? Le gros point faible identifié, c'est contre les sauvegardes à 2+, surtout si elles sont combinées avec des règles qui ignorent la PA, comme Armor of Contempt. Pourquoi? Parce que les Hylians, qui sont une grosse source de dégâts, n'ont que PA1 de base. C'est juste pas assez contre ces défenses-là. D'accord, donc fort, mais avec un point faible clair. Et en équipe? Potentiellement très fort en équipe.
capable de jouer des parties difficiles, de marquer des points même dans des match-ups compliqués, mais il punit très, très sévèrement les erreurs du joueur. Faut être précis. Compris. Passons au Reaper's Wager, le grand favori des tournois d'après les chiffres. Qu'est-ce qui le rend si populaire, si fort? Sa caractéristique principale et ce qui explique sûrement sa force, c'est qu'il permet d'intégrer des unités alliées Harlequin. Ah, c'est le détachement pour jouer avec des Harlequins? C'est ça. Et les sources sont unanimes. Cette combinaison est jugée très, très puissante, voire dominante dans le métagame décrit. Les 11 joueurs sur 12, ça vient de là. Et chez les Harlequins, c'est quoi les stars? Les unités qu'on voit partout? Le solitaire Harlequin, il est considéré comme un auto-take, un choix quasi obligé. Pourquoi lui en particulier? Il est décrit comme un missile tueur, hyper rapide, super dur à cibler avec ses règles défensives, et il peut assassiner des persos ou des unités clés tout seul. Ok, le couteau suisse mortel. Quoi d'autre? Lui aussi, c'est un staple de tournoi, un incontournable. Son rôle. Il est super utile pour achever des unités entamées, ce qui active la règle du détachement Reaper's Wager qui donne des relances. Et en plus, il est opérateur solitaire et assez solide. Et les troupes harlequins? Leur transport? Les troupes, le Troop Master qui les commande, et leur transport, le Star Weaver, sont vus comme des choix très solides. Mobilité, potentiel offensif. C'est un bon package. Et il y a des unités harlequins qui sont moins pertinentes dans ce cadre? Oui, le Shadow Seer est vu comme plus situationnel, plus niche, surtout pour accompagner une grosse unité de troupes en frappe en profondeur, peut-être. Par contre, le Death Jester, Le bouffon sinistre. il est jugé unanimement très faible, très décevant dans sa version actuelle par toutes les analyses. D'accord, donc cette domination du Reaper's Wager, c'est juste la force brute des harlequins? Ou il y a une vraie synergie avec le reste de l'armée Drukhari? C'est sûrement une combinaison des deux. Les Harlequins amènent une vitesse et une force de frappe chirurgicale qui complètent très bien les Drukhari. Le détachement Reaper's Wager lui-même donne des relances utiles. Donc ça se complète bien. Oui, la synergie vient peut-être du fait que les Harlequins comblent certaines faiblesses Drukhari ou amplifient leurs forces. La vitesse folle du solitaire, par exemple, ça crée des menaces multiples que les Drukhari seuls géreraient moins bien. Et avec les stratagèmes Drukhari? Voilà, la combinaison de la flexibilité des relances du détachement, des excellents stratagèmes Drukhari orientés CAC, qui souvent peuvent aider les Harlequins aussi, et de la puissance individuelle de ces unités Harlequins clés. Ça fait un cocktail très performant. C'est ça. Un ensemble qui marche très fort au plus haut niveau compétitif, d'après les retours qu'on a. C'est très clair. On comprend mieux sa popularité. Maintenant, un mot sur les autres options. Celles moins sous les projecteurs dans ces analyses. Real Space Raiders, Sky Splinter Assault et Coven of 12. Complètement oubliées ou elles ont quand même des trucs à dire? Elles sont moins détaillées, c'est vrai. Sans doute parce qu'elles sont moins jouées en compétition dans les données qu'on a, mais les sources leur consacrent quand même quelques mots et soulignent des aspects intéressants. Alors, les Real Space Raiders. Le détachement mixte historique, Oui, celui qui permettait déjà de mélanger kabbalite, culte et coterie. une source dit qu'il a reçu des améliorations subtiles. Il y aurait des interactions potentiellement fortes. Par exemple, Par exemple, un stratagème qui permet un double Fire and Fade, tirer puis se remettre à couvert 2 fois. Ça pourrait bien marcher avec certaines unités Coven ou Kabbalite. Et l'optimisation d'archant de ces détachements, laquelle? Labyrinthine Cunning. Elle permet de regagner des CP, elle est jugée très intéressante, potentiellement forte pour un jeu sur la durée, basé sur la gestion. Donc peut-être une option pour un jeu plus axé manœuvre et ressources. Et le Sky Splinter Assault. L'expert des raids aériens, exactement. Lui, il est mentionné comme bénéficiant logiquement des améliorations des unités clés des raids, comme les Strige. Les synergies transport-débarquement. Voilà, les raiders, les unités qui débarquent, Strige, peut-être même des Vrax pour la résistance, les manœuvres agressives d'embarquement-débarquement. Ça pourrait donner un style très mobile, très perturbateur. Moins discuté, peut-être plus difficile à jouer. Peut-être parce que ces mécaniques sont très spécifiques, ça demande un plan de jeu très précis, très chorégraphié. Et pour finir ce tour d'horizon, le Coven of 12. Le détachement des coteries d'homoncules. Souvent vu comme le parent pauvre. Il y a des pépites cachées? Il est vu comme sous-exploré, oui, mais les analystes trouvent quand même quelques astuces potentiellement amusantes ou tactiquement intéressantes. Comme quoi? Par exemple, un stratagème pour ressusciter un homoncule détruit. Ça peut surprendre l'adversaire. Il y a aussi une optimisation qui donne -1 pour être blessé à une unité Coven. Ah, ça peut rendre des Wax ou des Talos bien plus solides. Exactement. Mais le gros frein, d'après les sources, ce sont les unités Coven elles-mêmes. Ah.
elles sont pas au niveau. Les Talos et les Chronos, des grosses créatures mi-machines, sont souvent décrits comme manquant soit de vitesse, soit de vraie durabilité face à la létalité actuelle du jeu. Et le Chronos, son utilité a baissé? Oui, son rôle de générateur de jetons serait moins crucial maintenant qu'il est plus facile d'en obtenir autrement. Le mont Culus et les Rax, même améliorés, restent classés comme niche. C'est-à-dire? Faut vraiment un plan de jeu très spécifique pour les rentabiliser, même si ce détachement peut les rendre plus résistants ou les faire revenir. Le Talos est vu comme solide, mais pas forcément l'incontournable qu'il a pu être. Donc pour ces trois-là, moins de lumière, mais des approches différentes possibles, des surprises à sortir pour qui veut explorer. C'est un peu l'idée qui ressort, oui. Moins de données, peut-être moins opti pour la grosse compétition actuelle, mais ils ont des règles uniques qui peuvent plaire ou surprendre. Parfait. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, ce qui frappe vraiment, c'est cette diversité dont tu parlais au début. Jouer Drukhari, c'est pas une seule recette. Non, vraiment pas. On a le choix. La précision brutale du cartel, l'agilité mortelle du Spectacle of Spite, la puissance combinée du Reaper's Wager ou ses approches plus alternatives. Tout à fait. Et au-delà du choix du détachement, il y a un thème qui revient absolument partout dans les analyses, surtout celles des joueurs expérimentés. C'est quoi? C'est l'importance capitale de l'habilité du joueur, le skill ceiling, comme on dit. Le niveau de maîtrise requis. Voilà. Les Drukhari sont décrits comme une faction qui récompense énormément la planification, la gestion ultra fine des ressources, jetons de souffrance, CP, et un positionnement impeccable. Au millimètre à peu près. C'est vraiment l'incarnation du canon de verre. Poussé à son paroxysme, oui. Un potentiel offensif énorme. Capable de pics de dégâts fous, de manœuvres complexes. Exactement. Mais une fragilité intrinsèque qui fait que la moindre erreur de jugement, le moindre mauvais placement, ça coûte très, très cher. C'est là que réside le défi et la satisfaction quand ça marche. C'est ça. C'est dans cette tension constante que se trouvent les moments eureka pour celui qui apprend à maîtriser cette armée exigeante. Et un autre point intéressant, souligné par une source, Oui. c'est la force des unités qu'on pourrait appeler centrales. Les guerriers kabbalites, les striges, les archons, les fléaux, scourges, les mandragores. Celles qu'on retrouve un peu partout. Oui, elles sont souvent citées comme des choix très solides, voire quasi automatiques, autotex, staples, qui fonctionnent bien dans plein de détachements différents. Ça donne une base fiable, peu importe la spécialisation que tu choisis après. Donc, même si les tournois pointent vers Reaper's Wager en ce moment, il est clair que Spectacle of Spite et Kabbalit Cartel ont des arguments très sérieux. Des outils uniques, un potentiel élevé. Absolument, à condition d'adopter le style de jeu qui va avec. Et les autres détachements y gardent une place pour l'expérimentation, pour surprendre. C'est ça. Bon, voilà qui conclut notre analyse approfondie des détachements Drukhari. On espère que cette exploration aura un peu éclairci les différentes saveurs tactiques, les possibilités offertes par cette faction, complexe mais gratifiante. Et peut-être pour laisser une dernière piste de réflexion, vu cette flexibilité et vu comment ces unités Drukhari clés et efficaces s'intègrent un peu partout, la vraie maîtrise de la faction, finalement, est-ce que ça réside vraiment dans le choix du détachement optimal du moment, ou plutôt dans la capacité à exploiter avec brio ces outils essentiels, la vitesse, la frappe ciblée, le contrôle, le jeu de mission, quel que soit le cadre spécifique du détachement? Une question d'adaptation et de maîtrise des fondamentaux avant tout, peut-être? Peut-être bien. Une question de fondamentaux Drukhari, plus que de détachement pur. C'est une excellente question pour continuer à y penser. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à toi. À bientôt pour une nouvelle analyse.